Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du LEMG Marvelard. C'est quoi? Eh bien c'est le tout nouveau SUV de MG, le 4e modèle déjà du constructeur sur le continent européen. Avec ses 4,67 m de long, celui-ci est de loin le plus grand modèle actuel. Il se pose en concurrent des Skoda Enyaq iV Coupé, des Audi Q4 Sportback ou encore du Ford Mustang Mach-E grâce à sa ligne qui est assez profilée, qui lui confère un style plutôt sportif, plutôt musclé. D'ailleurs globalement, eh bien, il y a une vraie avancée, il y a vraiment du grand changement en termes de design pour une MG, parce que si les autres modèles de la gamme restent très classiques, eh bien ici, ce Marvelard a vraiment une vraie personnalité. On a notamment cette face avant qui est plutôt travaillée avec le bandeau qui traverse sur toute la largeur, une face avant qui est bien entendu plate puisque la voiture est exclusivement électrique, donc on n'a pas besoin de refroidissement, donc on n'a pas besoin de calandre. Et puis on a vraiment ce côté musclé de la voiture, des lignes, on a des galbes joliment dessinées qui apportent vraiment quelque chose de très dynamique à la ligne. Et puis à l'arrière, bien entendu, on a désormais ce bandeau traversant sur toute la largeur. Ça, c'est vraiment la grande tendance actuellement sur le marché des voitures et plus spécifiquement encore sur les voitures électriques. Et donc on a donc cette lunette relativement inclinée, ce becquet intégré dans le prolongement du pavillon. Et puis, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, eh bien, on a des feux qui ont une séquence dynamique d'accueil, donc à l'ouverture et à la fermeture. On aura une petite séquence lumineuse plutôt sympa qui fait plutôt haut de gamme d'ailleurs, comme le reste de la voiture, puisque comme vous pouvez voir, nous on a la finition Luxury aujourd'hui et donc on a quelques petites touches de chrome, que ce soit ici dans les boucliers, ici sous les feux arrière, que ce soit pour les rails de toit, etc. Et ça apporte vraiment un côté presque premium, je dirais, dans la présentation à ce Marvelard. Mais pour 4,67 m de long, l'habitabilité est quand même un peu moyenne. Alors vous voyez qu'on a un haillon électrique main libre, donc grâce à un capteur sous le pare-choc arrière. Mais le coffre ne fait que 357 litres. Et ça, pour une voiture aussi grande, c'est vraiment très petit. Parce que, pour reprendre l'exemple des deux modèles précités, eh bien, le Mustang Mach-E offre 402 litres et le Skoda Enyaq Coupé offre 570 litres. Donc là, il y a une vraie différence. Mais heureusement, on a un second coffre à l'avant, un Frunk de 150 litres. En tout cas, sur notre version d'essai qui est en version Luxury, car la version performance n'y a pas droit et je vous explique pourquoi juste après. Et puis à l'arrière, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de place, les sièges sont en plus très bien dessinés, donc c'est assez confortable. Mais l'espace au niveau des jambes n'est quand même pas hyper grand pour une voiture à nouveau aussi grande en termes de gabarit extérieur. Voilà, pour 1,80 m, donc avec un siège réglé comme pour moi, eh bien, on a de la place, mais voilà, c'est pas tout l'espace qu'on espérait avoir comme dans une voiture électrique où globalement, eh bien, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir offrir plus d'espace puisqu'il y a beaucoup moins de composants mécaniques. À bord, MG a fait le choix d'un tableau de bord complètement épuré, concentré autour de ce magnifique écran disposé verticalement. C'est un écran de 19,4 pouces qui apporte vraiment un aspect très technologique à l'intérieur et qui le rapproche là encore de son concurrent, le Mustang Mach-E, qui dispose plus ou moins d'un écran placé de manière similaire. On a également une commande rotative sous celui-ci, sauf qu'elle est ici dédiée eh bien, à la boîte de vitesse, entre guillemets, donc pour passer la marche avant, la marche arrière, le neutre ou la fonction parking. Le seul problème quand on fait ce choix-là, eh bien, c'est qu'il faut un écran qui soit parfaitement réactif et une interface qui soit ultra rapide. Et ça, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas ici. On a un écran sur lequel il faut parfois un petit peu insister pour que la commande soit prise en charge. Donc on va régulièrement, en tout cas, devoir appuyer 2 fois pour que la commande qu'on souhaite soit prise en charge, voilà, typiquement. Et ça, eh bien, c'est un petit peu énervant, un petit peu dommage sur une voiture telle que celle-ci, quand on n'a pas d'autre moyen d'interagir avec le véhicule. Au niveau de l'interface, c'est parfois un petit peu dérangeant. Et alors surtout, c'est très lent, notamment lorsqu'il faut rentrer une destination. Eh bien, quand on doit la rentrer manuellement, voilà, l'interface d'encodage est là encore très lente et il faut insister un petit peu sur les LED pour qu'elles soient prises en charge. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, il faut reconnaître qu'il est très complet ce système multimédia puisqu'on a notamment la navigation connectée qui permettra donc d'entrer directement des points d'intérêt dans la destination sans devoir entrer l'adresse. Ça, c'est très pratique. Et puis, on a bien entendu une connexion étendue avec les smartphones, avec Android Auto ou Apple CarPlay. Mais dans les deux cas, l'affichage ne se fera que sur la moitié de l'écran. Donc comme ici, si on utilise Waze, eh bien, on aura la navigation sur Waze sur la partie supérieure. Et puis la partie inférieure de l'écran reste dédiée aux commandes du véhicule, notamment eh bien, la climatisation, voilà, qui pourra être réglée directement ici. Et pour revenir à l'écran principal, eh bien, on a ce petit bouton, enfin cette petite zone tactile ici qui nous renverra donc vers le menu principal.
duquel on pourra accéder à toutes les fonctionnalités du véhicule. Par contre, comme vous voyez, là, je voulais cliquer sur véhicule, et bien, un petit faux mouvement, et tout de suite, on est envoyé vers les autres fonctions. Ce n'est pas toujours très précis. Au niveau des différents menus, on pourra également, bien entendu, gérer l'énergie du véhicule, donc paramétrer la charge pour la programmer, bien entendu, et pour définir une intensité de charge maximale qu'on pourra faire directement ici en faisant coulisser le petit curseur. Donc ça, ce sera vraiment très direct, et pour le coup, ça se montre assez réactif et assez pratique, ça c'est très bien. Après, on a bien sûr, ça c'est plutôt pas mal, on a un petit bouton programmable sur le volant qui permet d'aller directement dans le menu désiré. Donc voilà, ça permet d'envoyer directement vers Android Auto quand je clique sur le petit bouton. Et puis ce volant d'ailleurs, que vous remarquerez qu'il ne vous est peut-être pas inconnu, puisque c'est un volant qui semble issu d'un modèle très connu chez nous, puisqu'on dirait le volant d'une ancienne Golf, d'une Golf 6. Alors, c'est plutôt pas mal, hein, puisque ça rend un bon sentiment de qualité, les commandes sont très pratiques et assez précises. Le conducteur dispose également d'une instrumentation digitale affichée sur une dalle de 12,3 pouces, dont l'affichage ne sera pas vraiment personnalisable, hein, on pourra simplement choisir les informations qu'on souhaite voir à gauche et à droite. Mais globalement, eh bien, tout ça est assez ergonomique, l'affichage est plutôt clair, et donc ce ne sera pas vraiment un défaut pour une fois qu'on ne puisse pas trop jouer sur les différentes personnalisations. En termes d'équipement aussi, le Marvellar marque des points, puisque l'équipement de série est vraiment très fourni. On a notamment le toit ouvrant panoramique, qui est de série, on a les sièges chauffants et ventilés, on a toute la panoplie des systèmes d'aide à la conduite, on a donc ce grand écran avec le multimédia complet, et puis on a même une pompe à chaleur pour la climatisation, et ça c'est plutôt rare sur le segment. La qualité de finition est vraiment une bonne surprise par contre, on a vraiment des matériaux très bien choisis, on a du cuir à peu près partout, que ce soit sur le volant, sur les parties supérieures du tableau de bord. On a également du cuir bien entendu sur la sellerie, joliment badgé MG ici dans les dossiers. Et vraiment la qualité d'assemblage est vraiment top également, hein. C'est super précis, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on a parfois des petits craquements, et notamment le plus embêtant ici, sur le couvercle du rangement central, parce que c'est juste là où on appuie le coude à chaque fois pour faire un réglage sur l'écran. Et donc à chaque fois on aura ce petit craquement. Voilà, moi ça me gêne un petit peu. Techniquement, ce MG Marvellar est proposé en deux versions. Il y a la version Luxury, comme on essaie aujourd'hui, qui est une propulsion dotée de deux moteurs, un de 80 kW à l'arrière gauche et un de 52 kW à l'arrière droit, soit 132 kW, environ 180 chevaux. Et puis il y a la version Performance qui ajoute un troisième moteur sous le capot avant, raison pour laquelle elle ne dispose pas du frunk dont je vous parlais tout à l'heure. Cette version est donc bien plus puissante puisqu'elle fait 288 chevaux au total. Elle se montre donc plus performante aussi puisqu'elle réalise le 0 à 100 en 4,9 secondes, soit 3 secondes de moins que la version qu'on essaye aujourd'hui. Mais puisqu'elle partage la même batterie, il y aura aussi une différence d'autonomie entre les deux versions. La version Luxury parviendra à atteindre 402 km avec sa batterie de 70 kWh, tandis que la version Performance n'atteindra que 370 km. Au niveau de la charge, la bonne nouvelle, c'est que le Marvellar propose directement de série un chargeur en courant alternatif de 11 kW. Ça, c'est vraiment très bien parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui le font payer en option. Et puis par contre, en courant direct, eh bien, là, on est un petit peu plus limite puisque la charge maximale est de 92 kWh seulement, entre guillemets. La plupart des concurrentes proposent 130-150 kWh. 92 kWh, ça permettra quand même de récupérer 80% de l'autonomie en 40 minutes environ. Sur la route, ce Marvellar se montre très agréable de prime abord, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui impressionne tout de suite, c'est la qualité de l'insonorisation. On n'a vraiment aucun bruit acoustique, aucun bruit de roulement, donc vraiment à ce niveau-là, MG a fait un excellent travail et ça participe un petit peu à l'atmosphère haut de gamme qu'on peut retrouver à bord. On a parfois l'impression d'être dans un véhicule assez premium, grâce notamment à cette très jolie présentation, comme je le relevais tout à l'heure. Maintenant, par contre, quand on est en route, on entend qu'il y a beaucoup de bruit de craquement de mobilier. Donc on a un bruit persistant à l'arrière, donc dès qu'on prend un trou, une bosse, eh bien, ça craque pas mal à l'arrière. Ça craque pas mal ici aussi au niveau des sièges, quand ça frotte peut-être un peu contre l'accoudoir central. Mais bon, ça n'est sans doute qu'un détail, parce que vraiment, ce MG sur la route
est très agréable. On a un châssis qui semble très bien calibré. Alors nous, on a la version Luxury qui a un calibrage des suspensions un petit peu moins ferme, donc plutôt axé vers le confort. Ça filtre très bien les irrégularités de la route et donc ce sera sans doute moins ferme que la version Performance, ce qui est sans doute pas plus mal pour un véhicule à vocation familiale. Ça prend un petit peu de roulis aussi en courbe, mais vraiment rien de très dérangeant à ce niveau-là. On a une direction qui est également très bien calibrée, hein. Elle se montre assez précise, assez directe, sans en faire trop. À nouveau, on n'est pas sur un véhicule sportif, donc on ne cherche pas la performance à ce niveau-là, mais franchement, elle est très agréable, elle a une belle consistance, elle est vraiment très bien. Et puis, on a bien sûr plusieurs modes de conduite, donc on a un mode éco, un mode normal et un mode sport, qui donc joueront un petit peu sur le ressenti de la direction, sur la réponse à l'accélération, etc., etc. Mais globalement, le mode normal se montre assez convaincant pour tous les usages, même si c'est vrai que le mode sport, sur route sinueuse, sera vraiment plus agréable. On aura évidemment un petit peu plus de sensations, mais bon, ce n'est pas vraiment là le propre d'un SUV électrique. En ville, il y a un truc plutôt pas mal pensé, vous voyez, c'est l'écran qui s'adapte automatiquement. On a une sorte de caméra extérieure à faible vitesse qui est très pratique en manœuvre, puisque ça permet vraiment de savoir où on va mettre les roues, en fait, avec beaucoup de précision, et c'est très pratique aussi quand il faut se garer, notamment en créneau, puisqu'on voit très bien la bordure qui est très visible, et donc qui permet d'éviter les petits accros sur les jantes de 19 pouces, qui sont d'ailleurs très jolies. Au niveau des performances, on a 180 chevaux pour un véhicule d'un peu plus de 1800 kg, donc voilà, c'est tout à fait honnête, j'ai envie de dire, mais ça n'est jamais sportif, encore une fois, mais pour un véhicule familial, c'est très bien. On n'a jamais l'impression d'en avoir trop peu sous la pédale, on n'a jamais l'impression de manquer de puissance, sur les modes normal et sport en tout cas. Et là où ce Marvel R se montre un peu surprenant, c'est qu'il est doté d'une boîte de vitesse à 2 rapports, un petit peu comme la Porsche Taycan qu'on a déjà essayé. Et bien ça signifie que quand on met pied au plancher, on s'attend à avoir une longue poussée continue. Et en fait, on a à un moment une certaine perte de puissance, assez marquée d'ailleurs, c'est assez étrange, contrairement à la Porsche où on a juste vraiment un à-coup qui nous signale qu'on est passé en deuxième et qui continue à pousser. Bien sûr, ce Marvel R, ça se fait de manière un petit peu moins soutenue, un petit peu moins suivie, c'est-à-dire qu'on a vraiment dans la phase d'accélération, dans la poussée, on a un gros trou, une grosse perte de poussée, et puis tout d'un coup ça revient. Donc ça, il faut un petit peu s'habituer quand on accélère assez fort, notamment au moment de s'engager sur l'autoroute. Par exemple, ça peut être surprenant de prime abord. MG annonce par ailleurs 14 systèmes d'aide à la conduite réunis sous le label MG Pilot. Alors on a vraiment un panel complet, donc avec la caméra à 360 degrés, la surveillance des angles morts, la surveillance également du trafic transversal en marche arrière, ça c'est plutôt bien. On a également un système de freinage d'urgence en marche arrière pour éviter de cogner un obstacle, ça c'est plutôt bien aussi. Le problème c'est que certaines de ces aides sont terriblement mal calibrées, notamment l'aide au maintien de voie actif. Alors vous savez maintenant que je suis déjà pas un très grand fan de ce système quand il fonctionne bien. Alors sur cette voiture, je peux vous dire qu'il était terriblement énervant. Et évidemment, au plus on a une conduite sportive, au plus ça se montre intrusif, voilà. Typiquement, donc quand ça bip une fois, c'est simplement pour m'avertir que je m'approche de la ligne, et quand ça bip 3 fois, c'est parce qu'il y a eu la correction de trajectoire qui est intervenue. Et en plus, cette correction de trajectoire intervient de manière vraiment brutale, c'est-à-dire que quand elle intervient, c'est pas du tout progressif, on a vraiment un coup dans le volant. Et ça peut être non seulement perturbant, mais en plus, ça dégrade vraiment l'impression de confort, puisque autant pour le conducteur que pour les passagers, c'est toujours un petit peu surprenant d'avoir cette intervention aussi brutale. Et en fait, c'est encore plus perturbant sur les chemins de campagne comme ici, et même dangereux par moments sur les chemins de campagne, puisque comme ici, il n'y a pas de marquage ni sur les côtés, ni de marquage central forcément. Bien, la voiture va détecter uniquement le bord de la chaussée et va vous renvoyer systématiquement vers le milieu de la route. Le problème, c'est que parfois, on est en train de serrer à droite pour croiser un véhicule, et là, la voiture va vouloir nous renvoyer vers le milieu de la route, ce qui fait que si on n'est pas pleinement concentré à ce moment-là, si on ne tient pas fermement le volant, ça peut vraiment créer des situations dangereuses par endroits. Vraiment, ce sont des alertes incessantes, voilà. Là, typiquement, simplement, elle trouve que je m'approche trop du bord de la chaussée, donc elle veut corriger en permanence. Donc, je suis obligé vraiment de corriger moi-même la trajectoire pour rester où je le souhaite. C'est vraiment énervant d'ailleurs, et je trouve que, en tout cas, de mon opinion, ça dégrade vraiment l'expérience de conduite de la voiture. Alors, bien sûr, ces systèmes sont désactivables. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. On peut soit désactiver l'alerte sonore, auquel cas on aura simplement une alerte visuelle au tableau de bord, soit on peut complètement
tout désactiver les deux systèmes, donc l'aide au maintien de voix et l'aide au maintien de voix actif. Le problème, c'est que ça demande 4 manipulations via l'écran central et qu'il faut le faire à chaque redémarrage du véhicule. Et comme vous l'avez vu, comme l'écran n'est pas spécialement réactif ni spécialement précis, eh bien, c'est toujours une manipulation un petit peu contraignante. Et si on oublie de le faire, il faut aller chipoter dans le système en conduisant. C'est vraiment pas très prudent, vraiment pas très safe. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment là-dessus, je pense que MG doit travailler pour ce Marvel R parce que comme je le dis, ça gâche vraiment l'expérience de conduite et ça dégrade vraiment l'agrément qu'on peut avoir sur le châssis et le moteur, comme je disais, qui sont plutôt dans la bonne moyenne du segment. Ce Marvel R est évidemment doté du freinage régénératif, donc on peut paramétrer selon 3 niveaux. Donc on aura un niveau 1 qui sera le plus filant, on aura pratiquement une roue libre, on aura un niveau 2 assez équilibré et un niveau 3 où la régénération sera la plus marquée, même si elle reste beaucoup moins marquée que sur certains modèles concurrents. On n'est pas du tout sur un mode one pedal driving, donc on ne pourra jamais se passer de la pédale de frein. Ce qui est dommage, c'est que pour choisir le niveau de régénération, eh bien, on n'a pas de palette au volant. Il faut chaque fois passer par le bouton ici situé sous l'écran central. Et donc, si on pousse vers le haut, ça augmente la régénération. Si on pousse vers le bas, ça diminue la régénération. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que si on avait eu les palettes au volant, eh bien, ça aurait permis de pouvoir réguler la régénération en temps réel et ça aurait sans doute amélioré les performances énergétiques de la voiture qui sont finalement loin d'être exceptionnelles puisque MG annonce 19,4 kWh au 100 km en moyenne WLTP pour cette version Luxury. Donc c'est quand même relativement élevé pour un SUV familial. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur des trajets routiers et périurbains, principalement ce que j'ai fait pendant cet essai, on arrive à une consommation qui sera inférieure aux valeurs WLTP. On pourra atteindre assez facilement, je vais dire sans vraiment chercher à tout prix l'éco-conduite, on pourra descendre vers les 18,5. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, j'ai également fait 2 longs trajets autoroutiers, c'est-à-dire que 2 trajets de pratiquement 200 km d'autoroute. Et alors là, après les 2 trajets cumulés, on avait une moyenne d'environ 22 kWh au 100 km, puisqu'on avait fait 23,5 à l'aller et seulement 20,5 au retour. Et donc, en tenant compte de ces 400 km d'autoroute pratiquement, eh bien, sur l'essai global, où on aura fait finalement 591 km, eh bien, j'arrive à une moyenne de 21,6 kWh au 100 km. Ça permettra en tout cas de réaliser 300 km par charge vraiment sans trop forcer. On atteindra même 350 km si on roule un petit peu plus en environnement urbain, en environnement périurbain. Donc ça reste de très bonnes valeurs, un petit peu éloigné de ce qu'annonce MG en WLTP, mais ça reste néanmoins voilà, tout à fait honorable pour un véhicule familial. En conclusion, que va-t-on retenir de ce MG Marvel R? Eh bien qu'il a de vraies qualités, à commencer par des qualités routières tout à fait indéniables. Il a un très bon châssis, un très bon niveau de confort, un bon équilibre aussi entre confort et sportivité, et puis une consommation qui est finalement tout à fait dans la bonne moyenne du segment, donc qui lui permet d'avoir une autonomie tout à fait cohérente d'à peu près, je rappelle, 300 à 350 km réels. Maintenant, au niveau des inconvénients, au niveau des points négatifs, eh bien, je ne peux pas faire sans vous rappeler les aides à la conduite particulièrement mal calibrées et qui vraiment gâchent l'expérience de conduite de ce Marvel R. Alors, je sais que je ne suis pas toujours objectif quand je parle de l'aide au maintien de voie, qui est, comme vous le savez, un équipement que je n'aime pas particulièrement. Mais là, je dois dire, c'est probablement la voiture où j'ai eu les aides à la conduite les plus mal réglées sur toutes les voitures qu'on a pu tester. Donc ça, c'est vraiment un gros point noir à revoir. Et puis l'autre point négatif, eh bien, c'est quand même une habitabilité un petit peu moyenne pour la catégorie. Mais bon, c'est vrai que quand on l'achète en connaissance de cause, ce sera sans doute pas si négatif que ça. D'autant que même si ce n'est pas exceptionnel au niveau de la place à l'arrière et du coffre, eh bien, ça reste quand même tout à fait utilisable pour un véhicule familial. Le Marvel R mise également beaucoup sur son rapport prix-équipement pour séduire. Il est disponible à partir de 46 985 € en version Luxury comme celle qu'on a essayée aujourd'hui. Alors c'est un super bon prix. C'est quand même 3 600 € de plus qu'un Skoda Enyaq de base. L'Enyaq de base dans sa configuration normale, puisqu'on n'a pas encore les prix du coupé pour la Belgique, mais l'équipement est bien plus fourni sur cette version, donc ce sera à chacun de voir s'il souhaite un niveau d'équipement plus élevé ou s'il souhaite choisir par lui-même ce qu'il souhaite mettre dans sa voiture. La version performance est quant à elle disponible à partir de 51 485 €, ce qui est là aussi un rapport équipement-prix tout à fait correct pour une voiture de 288 chevaux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, posez-nous vos questions ci-dessous comme d'habitude et je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Salut!